Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, les djihadistes européens qui se font remarquer en Syrie, 2 camps de vacances américains pour que vous puissiez trouver votre bonheur et la réponse française à Snapchat. Reste avec nous, on commence tout de suite. Se faire voler son téléphone portable, c'est un véritable cauchemar, il faut bien le dire. D'une part, c'est parce qu'il est frustrant de se dire que quelqu'un profite de notre smartphone, mais aussi et surtout parce qu'on se dit que le voleur a du coup accès à nos mails, à notre compte Facebook, à nos conversations WhatsApp. Il existe une solution contre ce problème, ça s'appelle la fonction Kill Switch. Elle permet à distance de verrouiller le téléphone et donc de le rendre inutilisable par les voleurs, mais surtout elle permet d'effacer toutes nos données de notre téléphone à distance. La fonction existe déjà dans les dernières versions des iPhones. Et la bonne nouvelle est que Google et Microsoft ont également décidé de l'intégrer dans leur téléphone très bientôt. Ce qui veut dire que dans un avenir très proche, plus de 9 smartphones sur 10 proposeront la fonction du Kill Switch. Et d'après le procureur général de New York, la technique marche puisqu'elle décourage les voleurs. Entre janvier et juin 2014, on a noté une baisse de 19% du nombre de vols de produits Apple. Espérons juste que les voleurs ne trouvent pas les moyens de contourner le Kill Switch. On reparle à présent de l'État islamique en Irak et au Levant, ce groupe terroriste qui mène la guerre en Irak, comme vous le savez, sur le net. On a déjà parlé de sa stratégie en ligne pour intimider le monde. Dernier exemple en date, une vidéo publiée sur Internet. On y voit des plans aériens, des explosions filmées au ralenti. Ça ressemble à la bande-annonce d'un film américain pour l'été et pourtant, il s'agit bien de la dernière longue vidéo de propagande du groupe djihadiste sunnite. Et ne pensez pas que la propagande a un rôle mineur dans le conflit. D'après les analystes, la chute de Mossoul entre les mains des djihadistes a été facilitée par cette même propagande. Regardez un extrait de la vidéo. وتشتد في الشام سود الخطوب لقد بات جفن بليل سكين فأيقظه صوت شيخ أصيب وأيقظه عرض عذرا صاحت وليس بمنقسم للنقيب فأين سيوف البرى والمثنى تشق صفوف اللعين الكئيب فيا أهل بنياس صفر جميل ويا أهل درع وحمص الحبيب فإن ضاق خطب. Voilà, on peut tout de même noter le décalage absurde entre l'idéologie du groupe terroriste qui prône un retour à l'islam radical et d'un autre temps donc, et l'utilisation à outrance de technologies modernes comme celle des réseaux sociaux. Mais allez, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour nous mène en Syrie pour parler là encore du djihad, mais sous un angle bien différent. On connaît malheureusement aujourd'hui le phénomène des jeunes Européens qui quittent leur foyer pour mener une guerre soi-disant sainte en Syrie. Ces jeunes étaient, comme leurs concitoyens européens, très connectés aux réseaux sociaux et à la culture en ligne avant de partir. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont gardé cette même culture une fois arrivés en Syrie. D'une part, pour communiquer avec leurs proches via Facebook, par exemple, mais aussi pour plaisanter. Le résultat de ce mélange geek et djihadiste est quelque peu surréaliste. Vous voyez quelques-unes de ces images postées sur les réseaux sociaux. Vous le voyez à l'écran, souvent des chats évidemment, puisque c'est la culture LOL, la culture geek. Vous voyez des photos que des djihadistes européens arrivés en Syrie postent sur Facebook pour inciter leurs proches et pour informer leurs proches. C'est assez surréaliste à regarder évidemment. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Benjamin Ducol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur sur les conflits et le terrorisme, doctorant à l'Université Laval au Québec. Merci beaucoup d'être avec nous. On va tenter de comprendre l'utilisation de ce que les médias appellent le LOL dans le djihad. Tout d'abord, comment est-ce que vous analysez le fait que des jeunes qui partent pour le djihad se livrent à ce genre de plaisanteries sur Internet ? Écoutez, je pense qu'il y a tout d'abord une très forte différence entre ce qui se passe actuellement du côté de la Syrie et ce qui a pu se passer par le passé, on va dire du côté de l'Irak ou du côté de l'Afghanistan. Pour les conflits précédents qu'on avait, où on avait énormément de groupes djihadistes, la communication était beaucoup contrôlée par les groupes insurgés eux-mêmes, qui laissaient finalement très peu de marge de manœuvre à on va dire des initiatives autonomes ou individuelles.
C'est plus du tout le cas avec la Syrie, avec une multiplication des groupes djihadistes, avec une multiplication des volontaires étrangers qui sont sur place. Et donc, on a eu une facilitation progressive de, finalement, cette autonomisation de la communication. Et donc, ce qui explique pourquoi on a beaucoup, notamment d'individus en provenance d'Europe, qui communiquent par eux-mêmes, finalement, qui sont très peu contrôlés par les groupes insurgés eux-mêmes et qui vont communiquer à leur bon gré, mettre en avant des plaisanteries, mettre en avant leur vie quotidienne sur le web. Alors, est-ce que ces plaisanteries, tout de même, sont dénuées de tout message politique ? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Et il faut, à mon avis, il faut effectivement les regarder de très très près. Quand on regarde, par exemple, la nature de ces plaisanteries, elles ont toujours une mission derrière. Alors, il y a différents types de missions. Parfois, la mission, ça va être de faire passer un message sur la dimension fun, la dimension attractive du djihad en Syrie, à quel point ça peut être quelque chose de plaisant, comme une vaste entreprise en tamis. Des fois, on va, par exemple, tracer la ligne entre l'ennemi et l'ami, en mettant en avant qui sont les amis, qui sont les ennemis de manière assez humoristique. D'autres fois, c'est aussi dans la lutte intra-djihadiste, notamment entre Jabhat al-Nusra et l'État islamique en Irak, on va essayer de faire des plaisanteries qui vont attaquer l'autre groupe pour essayer de le décrédibiliser. Donc il y a à chaque fois, il y a une culture qui est assez, on va dire, typique d'Internet, mais qui cache derrière finalement quand même un certain nombre de discours et d'objectifs idéologiques. Mais et comment est-ce que les autres djihadistes sur place voient ces tendances, c'est-à-dire les djihadistes syriens qui étaient déjà sur place, qui voient des Européens arriver, des jeunes Européens qui utilisent Facebook pour faire des plaisanteries, comment est-ce qu'eux ils perçoivent ça ? Je pense qu'il y a un accueil mitigé. Il y a un accueil de la part des groupes, de certains groupes extrêmement hostiles, de toute façon de manière générale, aux combattants étrangers, qui les voient un peu comme des gens qui interviennent sur le tas de Syriens alors qu'ils ne sont pas chez eux. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une partie des groupes, y compris l'État islamique en Irak et au Levant, qui lui voit finalement d'un assez bon œil finalement cette communication qui est assez légère et humoristique, parce que finalement c'est ce qui vient rejoindre les recrues potentielles qui pourraient rejoindre ce groupe insurgé sur place. Donc je pense qu'il y a eu une méfiance au départ, et finalement les groupes, je pense, s'aperçoivent énormément de l'intérêt et surtout de l'attrait à laisser communiquer ces gens-là de cette manière. Alors, une dernière question, Benjamin. Vous avez parlé du fait que ces photos puissent apporter d'autres recrues de l'étranger. Est-ce qu'on pense que ces images, ces LOL dans le djihad, attirent d'autres recrues sérieusement en Syrie ? Écoutez, c'est très très compliqué de savoir si oui ou non finalement cette propagande marche. On a déjà très peu de chiffres sûrs sur le nombre de volontaires étrangers qui sont actuellement en Syrie, sur le nombre de recrues. Récemment, je pense que l'État français disait qu'il y avait à peu près 3 ou 4 départs par jour depuis Paris en direction de la Syrie. Donc on peut penser qu'il y a quand même un effet. Je pense que l'effet il est moins finalement sur les vidéos humoristiques que sur, on va dire, les photos du quotidien. Sur montrer le quotidien de ce que c'est le djihad en Syrie, et finalement ce côté assez fraternité, assez fraternel, assez entreprise, aventurier qui peut exister. Je pense que c'est principalement là-dessus que se fait la propagande, et ensuite la dimension, ce qu'on appelle LOLCAT, et un peu pour enrober tout ça, quoi. Merci beaucoup Benjamin Ducol d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur sur les conflits et le terrorisme et doctorant à l'Université Laval du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Allez, on parle un peu technologie. Si vous ne pensez pas que Google collecte assez d'infos sur vous, j'ai de bonnes nouvelles. Ou de mauvaises nouvelles, ça dépend de quel côté on se place. Vous vous souvenez peut-être de l'entreprise Nest Labs qui produit des thermostats connectés et des détecteurs de fumée. L'entreprise avait été rachetée cette année par Google. Et grâce à l'argent de Google, Nest Labs vient de faire l'acquisition de Dropcam pour un montant de 550 millions de dollars. Dropcam, comme vous le voyez à l'écran, c'est spécialisé dans la fabrication de caméras qui vous permet via Internet de voir ce qu'il se passe chez vous et de stocker des enregistrements en ligne. Google va donc indirectement posséder également Dropcam et ainsi avoir accès à des enregistrements de caméras surveillance de maison. Ça fait rêver. Allez, c'est l'été, c'est officiel, depuis le 21 juin, c'est l'été, on peut le dire. Pour certains, ça veut dire les vacances. Et pour un groupe de jeunes Californiens qui terminent le lycée, ça veut dire aussi peut-être les meilleures vacances de leur vie. Ça s'appelle Summer Break. Il s'agit d'une télé-réalité sur Internet pour la 2e année consécutive. Des adolescents américains ont été sélectionnés pour passer leurs vacances ensemble sur les caméras d'Internet. Vous pourrez les suivre non pas à la télé, mais sur Internet. C'est la télé-réalité 2.0. Plus de 80 000 internautes
internautes sont déjà abonnés aux épisodes YouTube, 15 000 aux photos Instagram et 108 000 sont abonnés au compte Twitter de Summer Break. Chers fans de télé-réalité, voici la bande-annonce de Summer Break saison 2. This summer is going to be absolutely amazing because I'm going to make it amazing. It's my last summer with these guys. This summer, I really just want to make as many memories as I possibly can. You just gotta make the most of every day. Anything could happen. No matter what I do, it has to be the best summer. It has to be. Exactly. Nice summer romance would be fun. Just no regrets. The whole summer, just nothing but good time. I'm ready to party this summer. This is like the last time of not being responsible. This will be my first summer with no obligation. Being with your crew, you don't want to miss out on anything. My last summer of high school. It's gonna be the best summer ever. Summer break, man, woo! I'm ready. Crazy summer. Ah, ils sont forts ces Américains, ils arrivent à nous faire rêver, mais bon, je me rassure en me disant que pour eux aussi, la fin de l'été arrivera. Et maintenant, je m'adresse à ceux qui n'en peuvent plus des réseaux sociaux. Rassurez-vous, pour vous aussi, nous avons un plan de vacances. Ça se passe également en Californie, comme quoi, hein, pas très loin de San Francisco. C'est un camp de vacances coupé de tout réseau social et de smartphone. Dès votre arrivée, vous rendez vos téléphones à des volontaires à l'entrée. Le camp vous permet de vous couper de Facebook, de Twitter et de tous les autres médias qui habituellement polluent vos conversations. Ça coûte 570 $. Ce n'est pas donné, il faut savoir ce que vous voulez aussi. Alors, regardez la publicité du camp de vacances. Hey there. Camp is a safe place where you can be yourself and just have fun. It's a digital detox. No cell phones, no computers, no cameras. You were completely off the grid. It was fun to just be free. I met a lot of people. I got to show up in a way that I don't think I've shown up in the world. It was the best thing that I've done. Not only are you accepted, but you're celebrated. Everyone was being present, everyone was supporting each other, everyone was loving each other, everyone was playing with each other. Running into somebody who just has a huge smile on their face, and you're like, what are you smiling about? Being around inspiring, talented, creative people with intentions can profoundly change you in a very short period of time. If you just be the best you that you can be, people are going to gravitate to that. It doesn't matter if you're a musician or if you're the CEO of a company when you're doing archery. I expressed myself more in 4 days at camp than I had in probably 4 years. Ouais, ce qui est amusant de voir, c'est qu'ils disent sans caméra, mais il y a quand même une vidéo sur YouTube. Alors non seulement ça ne fait pas rêver du tout, mais en plus sachez que l'alcool est interdit dans ce camp, à bon entendeur. Alors on parle un petit peu high-tech. Il y a quelques jours, nous vous parlions de Slingshot, la réponse de Facebook à Snapchat. Je présente cette fois PikiChat, la réponse française à Snapchat. Elle a été mise au point par deux jeunes ingénieurs français qui se sont isolés pour aller dans les Landes pour créer en quelques jours une application de messagerie photo destinée aux adolescents. Elle est à mi-chemin entre WhatsApp et Snapchat puisque vous permet de discuter avec des amis mais également d'envoyer des photos éphémères. Chaque nouvelle photo envoyée supprime la précédente. PikiChat est disponible depuis le 13 juin et sans aucune publicité, 3000 personnes l'ont déjà téléchargé, de quoi impressionner la Silicon Valley américaine. Adrien Dulong et Rémi Bardou, les deux Français à l'origine de l'aventure, espèrent maintenant pouvoir lever des fonds pour poursuivre le développement de PikiChat. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'en finis pas d'aimer les vidéos filmées avec des caméras GoPro. Après les vidéos aériennes, voici la chute comme si vous y étiez. Drop it! Alors, j'entendais à l'oreillette quelqu'un à la régie croire que c'est un effet spécial et pourtant c'est bien vrai, c'est une caméra GoPro dans une chute.
Allez, vous connaissez le clip de David Bowie et Mick Jagger, Dancing in the Street. Un internaute a repris le clip, a supprimé la bande-son et en a recréé une autre en ne mettant que les sons qui ne sont pas liés à la musique. C'est-à-dire que, par exemple, il a enregistré les bruits de pas. C'est du travail de génie. Regardez. Ouais, David Bowie et Mick Jagger sur la musique, ça reste quand même un concept assez étrange. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit sur i24 News pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye, vous manquez déjà.